Dès que je trouve une place. Tout de suite. Donc je vais faire une présentation générale. Vous entendez, c'est bon? J'espère que le temps, je ne me suis pas fait prendre la voiture. Une présentation du lieu qui est chargé d'histoire depuis le Moyen-Âge. Pour étudier un lieu comme celui-ci et comme tant d'autres, bien sûr, il faut des archives autant que possible. Or, les gens à l'époque n'écrivaient pas comme nous. J'écrivais en latin ou en occitan ancien. Et malheureusement, quand on sait ce qui est réservé à ces langues aujourd'hui, c'est dommage, vraiment dommage, car les étudiants futurs vont avoir des problèmes pour mieux connaître leurs racines et l'histoire. Vu qu'on ne fait plus le latin, ou presque plus, et quasiment pas d'occitan ancien. Bien. Pour bien connaître ce lieu, il faut remonter en effet au XIIIe siècle. Pendant tout le haut Moyen-Âge, la population principale était à la cité et dans les bourgs de la cité, dédiés à Saint-Michel et à Saint-Vincent. Des fouilles archéologiques ont permis de mieux saisir également l'histoire de ceux qui nous ont précédés à Carcassonne. Or, vous savez qu'au début du XIIIe siècle, il y a eu vraiment ici une tourmente, si je puis dire, avec la croisade contre les Albigeois, en 1209 exactement. La cité sera prise par les croisés avec Simon de Montfort, entre autres. Et ensuite, on sait que la cité va tomber dans les mains du roi de France, qui va, bien sûr, organiser tout autrement l'architecture de la ville haute. Tant et si bien qu'ils vont en faire une place de guerre, une forteresse, et il faut écarter la population de la cité. Car les civils sont dangereux. On l'a vu lors du siège de 1240, lorsque le fils de Trancavel a voulu reprendre la cité de son père. Il n'a pas réussi. Et donc, Saint-Louis va autoriser les gens qui habitaient dans les faubourgs de la cité à changer d'endroit et à venir là où nous sommes. C'est-à-dire à Bastide, la ville basse, comme on l'appelle. C'est vers 1262-1265. Et cette ville va être bien sûr un minimum fortifiée, mais la surface est très grande, rien à voir avec la Bastide qu'on voit aujourd'hui. Et donc, bien sûr, ensuite, autre malheur, 1348-1351, la peste noire, qui touche toute l'Europe, et qui, à certains endroits, c'est plus du tiers de la population qui disparaît. Et en plus, à cela s'ajoute l'anglais, avec le prince noir en 1355, au mois de novembre exactement, lorsqu'il va piller, raser, incendier la Bastide. Il ne restait que les églises debout, quasiment, d'après Froissart, le grand chroniqueur de l'histoire. Et on va reconstruire, bien sûr, des fortifications, et avec un périmètre réduit, le périmètre actuel de la vieille ville. Et ici, nous sommes dans un endroit important de ces fortifications, contemporaines donc, de la seconde moitié du XIVe siècle. On appelle ce lieu, pendant longtemps, le bastion de la tour grosse. C'est-à-dire qu'il y avait une très grosse tour, en haut, on passera tout à l'heure, pour défendre l'angle sud-ouest de la Bastille. Mais cette tour a servi un temps. Et puis ensuite, évolution de l'armement, etc. Donc cette tour ne servira plus à grand-chose, si ce n'est à fournir du matériau pour certaines constructions autres. Et tant et si bien que le lieu va changer de destination, si je puis dire, et on va l'appeler à un certain moment, à partir du XVIIe, le bastion des moulins. En effet, il y avait un grand moulin tout à fait en haut, à l'emplacement de la tour grosse, et certainement un ou deux moulins plus petits, mais ça, on n'en a pas la preuve exacte. Mais le bastion s'appelle le bastion des moulins. Et les moulins vont rester là, en gros, jusqu'à la Révolution française. Ce sont les consuls de Carcassonne qui géraient ces moulins en tant qu'administrateurs de la municipalité de Carcassonne. C'est que le consulat est un pouvoir
qui s'installe dès le haut Moyen-Âge à Carcassonne 1192, avec 4 consuls dans la ville basse, les consuls de la cité, etc. Ils sont élus par une sorte de prud'homme pour gérer l'histoire quotidienne de la ville. À la Révolution, ces moulins sont vont tomber en ruine. Et nous voici au début de la Restauration. La Restauration des Bourbons, qui apparaît en 1814, avec Louis XVIII, qui va régner 10 ans exactement, et à la fin de son règne, ou plutôt au tout début du règne de son successeur, son frère, Charles X, ici, tout va changer. Un projet prévoit d'aménager un jardin du Calvaire. C'est en 1825, le 1er septembre, donc ça fera 200 ans en septembre prochain, que le projet voit le jour. Déjà, Monseigneur de la Porte, premier évêque concordataire, qui règne ici de 1803 à 1824, avait eu un peu cette idée, mais c'est son successeur, Monseigneur de Saint-Rome-Guali, qui règne de 1825 à 1847, qui décide la réalisation. Il va confier ça à l'architecte de la ville, Champagne, qui est assez connu à ce moment-là, car auteur de pas mal de monuments de la ville. Ça va, vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. C'est clair? Parfait. Merci. Par conséquent, un calvaire va voir le jour. Il faut voir le contexte historique et mental qui explique la chose. Ça sort pas tout d'un coup, là, pas du tout. Et si on ne connaît pas le contexte, on n'y comprend rien. Je vous l'ai dit, nous sommes en 1825, quelques années après la Révolution française, qui a tout bouleversé, notamment au niveau religieux. Ça commence notamment avec la constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790, où les prêtres vont être payés par l'État, ainsi que les évêques, échappant pour une bonne part au pouvoir du pape. Vous pensez bien que le pape ne va pas le prendre facilement, mais pas du tout. C'est Pie VI qui s'oppose complètement à la constitution civile du clergé. Il ne fera pas grand-chose, mais enfin, d'où l'Église de France va se scinder en deux, les jureurs, les prêtres qui jurent serment à l'État, et les non-jureurs, les réfractaires, qui eux refusent de participer à ce système, avec toutes les persécutions qu'il y a pu avoir, ça vous le savez. Encore que Carcassonne ici échappe au gros de la tourmente, à ce niveau-là du moins. Donc il faut, dès la restauration de Louis XVIII, il faut reconquérir les âmes à Dieu. Ça apparaît constamment. Donc organiser des missions. Donc ériger des calvaires. C'est en 1816, le 14 septembre, le jour de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, qu'est inauguré le calvaire au Mont Valérien à Paris. Le Mont des Martyrs, avec les stations qui convenaient, etc. Mais il n'a pas été le seul calvaire, bien sûr. Mais une définition s'impose. Qu'est-ce qu'un calvaire? Et d'où vient le mot? Calvaria, en latin, le crâne. Locus calvarium, lieu du calvaire. En hébreu, Golgotha, le crâne. Vous avez ça cité dans les Écritures. Les 4 évangélistes en parlent bien sûr. Il n'y a que Saint Luc qui ne mentionne pas le mot hébreu Golgotha, mais tous les autres, Matthieu, Marc et Jean, le signalent. Lieu du crâne. Pourquoi? Les archéologues, ayant beaucoup travaillé à Jérusalem, et notamment l'école française biblique, qui a beaucoup travaillé sur le Saint-Sépulcre, considèrent que ce lieu doit venir de la forme arrondie qu'avait cette colline, à l'extérieur de la ville, donc ayant une forme de crâne. C'est bien possible. Mais il y a une autre signification qui était en vogue et beaucoup
au Moyen-Âge, on considérait que Adam était enterré au Golgotha. Et donc c'est logique dans les théologiens des XIIe, XIIIe siècles que la croix du Christ soit plantée sur le lieu où est enterré Adam. Car le sang du Christ va régénérer la sépulture d'Adam. Vous trouvez ça, notamment chez les théologiens, mais même au XIXe encore, on trouve des ressemblances à cela. Je vous renvoie au vitrail de Saint-Nazaire, l'arbre de vie de Saint Bonaventure. Vous avez le Christ cloué sur un arbre dans le bras sud du transept, et en bas du vitrail, vous avez Adam et Ève croquant chacun leur pomme, avec le serpent qui fait le tour de l'arbre et qui a un buste féminin, je n'y suis pour rien. Mais ça ne m'étonne pas. Dans la théologie et dans l'esprit du temps, bien sûr. Et là aussi, on a dit, notamment Joseph Pux, le grand historien de la cité, dit ils ont transformé l'arbre de vie en arbre de mort, figurant le péché original au bas de l'arbre. Alors, si l'iconographie en effet est fausse, vu que Adam et Ève ont été mis là au XIXe siècle, ce sont les frères Gérante, les verriers qui travaillaient avec Viollet-le-Duc, car le bas du vitrail avait été abîmé, en réalité, théologiquement, c'est pas faux du tout. Et quand on regarde même des crucifixions, des toiles, des tableaux, 17e, 18e, 19e, on voit souvent la croix plantée sur une grotte, et dans la grotte, un crâne et deux fémurs croisés. Sépulture d'Adam. Donc oui, on retrouve tout ça. Okay. Ce calvaire, lorsqu'il va être utilisé pour la crucifixion du Christ, est à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Il est impensable, selon le droit juif et selon le droit romain. N'oublions pas que Jérusalem est sous domination romaine. Il est impensable qu'on crucifie les gens dans la ville. Ce serait vraiment un malheur terrible. Actuellement, c'est différent. En effet, le lieu du sépulcre est inclus dans la ville, car Hérode Agrippa, il règne entre 44, je crois, et près de 50 après le Christ, a fait une troisième enceinte de Jérusalem, pour agrandir la ville. Et là, l'enceinte d'Hérode inclut le Golgotha. Bon. Donc, essayez donc de gagner les âmes à Dieu. Car ce calvaire, c'est une prédication. Déjà, le fait de le construire et de le présenter aux fidèles. Et je me souviens, et ça lui encore aujourd'hui, vous avez ces possessions de la mairie ici, hein, depuis 1908, mais depuis la séparation, les lois de séparation des églises de l'État, mais c'est affecté au culte. Et donc, encore aujourd'hui, et donc, je me souviens, ma mère me disait, Pichou, après le dinaro, andando al Calvari, fai les camis de course. Petit, cet après-midi, c'est le vendredi saint, on va faire le chemin de croix au calvaire. Il y avait beaucoup de monde qui venait, je m'en souviens très bien. Bon. Donc, racheter les âmes et les amener vers Dieu. Mais ce calvaire ici à Carcassonne a suscité pas mal de polémiques de la part de gens qui n'y comprennent rien. Je peux l'affirmer, car j'ai pas mal bossé la question, et là je peux répondre. On me dit, il a été condamné par Rome. Alors, faites-moi voir la condamnation de Rome. Et là, on en discutera. Je ne la vois pas. En plus, ce calvaire a fait l'objet de méditations sur le calvaire spirituel, notamment rédigé par l'abbé Verguet, chanoine Verguet, donc il a vraiment défrayé la chronique à plusieurs niveaux, un très grand photographe d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on a toutes ces photos de la cité, avant la restauration, pendant et un peu après, vu qu'il a vécu 100 ans, 1814-1914. Donc il a fait les méditations du calvaire approuvées par l'évêque de Carcassonne. Si ça avait été condamné par Rome, je m'excuse, mais je ne pense pas que l'évêque ait approuvé ces textes. Ensuite, j'ai trouvé, grâce à vous en fait, j'ai bossé quand même, en 1826-27, Léon XII, le pape,
qui donne des indulgences pour les fidèles qui vont visiter le calvaire de Carcassonne. Qui était condamné par Rome, il n'y aurait pas d'indulgence, c'est évident. Il me semble. Bon. Pourquoi c'est polémique? Ça part au niveau des stations. Alors le nombre de stations est correct, si je puis dire, 14. Mais il n'y a pas toujours eu 14 stations. J'en ai trouvé dans certains endroits 18, 20, ou 8, ou 10, ou 12. Donc ça a varié au cours de l'histoire. C'est comme les rois mages, ça. On dit 3 rois mages, au Moyen-Âge, il y en a 15, 16, 17. Il y en a tant que vous voulez. Donc par conséquent, il faut faire attention, et l'histoire permet de relativiser l'enseignement qu'on peut acquérir. Et pour moi, c'est fondamental. Si on se braque sur des trucs, et bien souvent c'est faux. Donc 14 stations. Le problème, c'est la succession des stations. En effet, ce n'est pas du tout la même que le chemin de croix, si je puis dire officiel, entre guillemets, qu'on a toujours aujourd'hui, et qui se met en place, lui, vers la fin du XVIIIe, avec Benoît XIV, en 1741, qui édicte des décrets concernant donc les stations, les titres des stations. Donc, ici, ça ne reflète pas du tout, et on va voir pourquoi. D'abord, on est accueilli par la Vierge Marie, que vous avez, et qui présente son fils. Fondamental, ça. Malheureusement, beaucoup dans leur visite n'en parlent pas trop. Ça donne le ton, si je puis dire. Nous sommes ici au nord du calvaire. D'accord? Le sud, là-bas, l'est, l'ouest. Donc au nord. La Vierge, dans les cathédrales, est quasiment toujours au nord. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Reims, Beauvais, Chartres, Carcassonne, Saint-Nazaire. Pourquoi la Vierge au nord? La Vierge est participante du salut du genre humain. Elle est co-rédemptrice. Ça a été repris, ça, par le Concile Vatican II. Donc, elle offre son fils pour le salut du monde. Et comme le Nord, dans la mentalité religieuse du temps, représente la nuit, les ténèbres, le paganisme, la Vierge s'adresse au Nord. Tout a le sens, tout. Il suffit de le chercher. Ensuite, première station. Vous ne le ferez pas tout, hein. N'ayez crainte. Alors, derrière vous, malheureusement, un champ de ruines. Je trouve ça très regrettable, car ce sont des statues remarquables, du moins ce qu'il en reste. En terre cuite, remarquablement bien sculptées, moulées dans la terre. Malheureusement, quasiment tout est détruit. Il s'agit de Jésus, il s'agissait de Jésus au jardin des Oliviers. Première station. Si on compare avec le chemin de croix d'aujourd'hui, première station, c'est pas du tout ça. C'est Jésus qui est condamné à mort. Ici, ça va venir bien plus tard. En fait, ils vont suivre pour une part, de très près, les récits évangéliques concernant la souffrance et la passion du Christ. Bon. Et là, on va cheminer cette passion, si